Bonjour à tous nos participants. Je crois qu'on a, aux dernières nouvelles, on avait 325 personnes qui sont inscrites à ce webinaire. Donc, c'est dire l'intérêt que je porte au sujet. Donc, nous avons 4 intervenants aujourd'hui que je vais juste vous citer. Ensuite, je vais laisser la parole à François Mandrou qui co-anime avec moi. François Mandrou qui est le référent Madagascar pour le Club Esport de La Réunion. Donc, comme intervenant aujourd'hui, nous avons Véronique Perdigon, présidente du comité des conseillers du commerce extérieur de la France, par ailleurs, qui travaille au sein du groupe Action. Nous avons Monsieur Thierry Radzaoun, qui est le président du GEM, le groupement des entreprises de Madagascar. Et nous avons aussi Monsieur Daniel Moreau, le président de l'ADIR, l'Association pour le développement industriel de La Réunion, et Monsieur Assim Amirali, le président du CIM, le syndicat de l'industrie de Madagascar, qui est un peu l'équivalent, on pourrait dire, le pendant de l'ADIR. Donc voilà. Et je vais donc donner la parole à Monsieur François Mandrou, pour nous présenter un peu plus dans le détail ces 4 intervenants assez rapidement. En fait, nous avons reçu beaucoup de questions, avec 325 participants, bon, c'est pas étonnant. Beaucoup de questions, nous allons encore en recevoir pendant le webinaire, des questions qui seront traitées à la fin du webinaire. Et donc, François Mandrou, je disais, le référent du Club Esport, bon, il appartient, il fait partie du bureau, il est administrateur du Club Esport. Il en a d'ailleurs été le président. Et il connaît un petit peu Madagascar assez bien, je dirais, puisqu'il a créé il y a 21 ans donc l'agence de publicité Facto, Sachi et Sachi à Madagascar. Donc ça lui permet de connaître le tissu économique, le tissu des entreprises malgaches. Et je vais tout de suite, il est aussi conseiller du commerce extérieur de la France dans le comité de la Réunion. Et je vais tout de suite lui céder la parole pour nous présenter un peu plus en détail nos 4 intervenants. Ensuite, je reprendrai la parole pour commencer à introduire les questions. Merci. Merci Alain, donc bienvenue donc à tous. Donc effectivement, ce webinaire remplace nos journées pays, puisque vous savez que tous les ans, le Club Export s'ouvre sur ses voisins de l'océan Indien et organise donc des rendez-vous et des présentations bilatérales pour eh bien, mieux faire connaître aux Réunionnais, aux entrepreneurs réunionnais, les destinations et les territoires donc régionaux, et notamment donc bien sûr Madagascar. Donc cette fois-ci, on a pris une autre technique, hein, on a pris une autre manière de s'exprimer. Finalement, on s'aperçoit que cette crise du Covid, on va sûrement en parler, eh bien, crée des innovations et crée une autre manière de communiquer et de se parler. C'est le cas donc de ces webinaires que le Club Export a mis en place. Alors, sur les intervenants, effectivement, je vais revenir un peu plus dans les détails. Donc, honneur aux femmes, donc Véronique Perdigon, donc, qui est vice-présidente durant 3 ans. Véronique Perdigon a pris ses fonctions à la présidence du CCEF donc, en 2015. C'est une femme de cœur et d'action. Elle évolue au sein du groupe Action et elle dirige depuis 8 ans la société EDM, Électricité de Madagascar. Et elle représente également le groupe au sein du conseil d'administration de la banque BNI Madagascar. Un petit mot sur les CCEF. Les CCEF, c'est 4300 hommes et femmes dans 147 pays. Et ce sont donc des hommes et des femmes au service de la présence économique française. Daniel Moreau, qui est président de l'ADIR, Association pour le développement industriel de la Réunion, président également de l'entreprise Royal Bourbon Industrie, un des premiers transformateurs de fruits et légumes dans l'océan Indien. RBI est un intervenant majeur sur le marché réunionnais et perpétue depuis 1950 la tradition culinaire réunionnaise. Il a pris ses fonctions de président de l'ADIR en 2016 afin de promouvoir l'industrie et le savoir-faire réunionnais. Ensuite, eh bien, nous passons à Assim Amirali, président du CIM, syndicat des industries de Madagascar, entrepreneur industriel, reconnu dans la région océan Indien, food and beverage, technopet, etc. Assim Amirali fut membre du comité directeur du CIM avant d'y être élu à la présidence en 2019. Étendard du Vita Malagas, Assim Amirali mise sur le dialogue, la continuité, ainsi que la solidarité mutuelle pour une industrie malgache forte et reconnue. Et enfin, Thierry Radjoen, président du GEM, groupement des entreprises malgaches, diplômé de grandes écoles et universités en droit et finance. Thierry Radjoen dispose à son actif de plus de 25 ans d'expérience professionnelle parmi les entreprises multinationales,
aussi bien en Europe qu'à Madagascar, associé gérant du cabinet réputé FTHM Consulting. Il fut également vice-président du GEM avant d'y être élu à la présidence en 2020. Donc, un plateau de choix à qui, bien sûr, eh bien, notre ami Alain, que je remercie d'animer ce webinaire, eh bien, va soumettre à la question, mon cher Alain. Oui, ben, merci Thierry, donc, enfin François, pardon. Donc en fait, EcoStral, bon, juste deux mots pour dire que nous sommes un magazine régional qui existons depuis, j'en suis le fondateur et le magazine existe depuis 1993, donc ça va faire bientôt 27 ans à la fin de cette année. Voilà, très très vite pour vous préciser ça. Et nous sommes implantés à Madagascar depuis 1995 et à l'île Maurice également, la base historique étant La Réunion. Voilà. Donc, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je voulais commencer à demander à M. Thierry Grazaoun de nous faire un peu un état des lieux aujourd'hui de la situation à Madagascar, en particulier sur le plan économique. Bon, j'ai lu des articles, vous étiez quand même très inquiet en annonçant plus de 100 000 chômeurs et donc une situation économique très difficile avec un engagement de la part du GEM notamment pour essayer de soutenir socialement ce problème de chômage. Et si vous pouvez nous dresser rapidement un bilan économique avec les enquêtes qui ont été réalisées notamment par votre syndicat et par l'IDBM, je crois. Ou est-ce qu'aujourd'hui, quel bilan vous dressez? Merci. Alors, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, par rapport à un bilan qu'on peut dresser aujourd'hui, je pense qu'il faut faire la distinction entre la situation à date et ce à quoi on peut s'attendre d'ici la fin de l'année fiscale 2020. De façon peut-être globale, sur la base justement des documents officiels qui viennent d'être publiés aujourd'hui, on s'attend à une stagnation économique cette année 2020, avec un taux de croissance de l'ordre de 0,8% au mieux, si on avait prévu 5,5% initialement, et avec bien sûr aussi donc une forte baisse au niveau des commerces extérieurs, les importations et les exportations. Maintenant, si on considère la situation à date, c'est-à-dire aujourd'hui, mi-juin, la situation effectivement assez difficile. Si on veut retenir quelques chiffres, au niveau notamment des emplois, il y a plusieurs dizaines de milliers d'emplois aujourd'hui qui sont touchés, donc des personnes qui sont en chômage technique partiel ou total, ou même des personnes licenciées. Bien sûr, ça dépend des secteurs. Hein. Ça dépend des secteurs. On va dire de façon positive, le secteur agricole est peut-être celui qui est le moins touché. La production rizicole qui est terminée semble être plutôt positive. La campagne de vanille est en cours et on s'attend bien sûr à une baisse des recettes parce que les prix ont baissé. Mais a priori, les volumes doivent être à la hauteur de ce qui était prévu. Mais en revanche, au niveau du secteur industriel et tertiaire, on s'attend et on vit une réelle décroissance. Comme on le sait, le secteur touristique est complètement, je dirais, à zéro aujourd'hui, depuis la fermeture des frontières, sachant que le tourisme contribue aujourd'hui à presque 7% du PIB, avec presque 44 000 emplois qui sont concernés. Et donc, au-delà du tourisme, il y a aussi l'industrie, en particulier les entreprises franches qui exportent vers l'Europe et les États-Unis. Et à cause de la crise Covid qui sévit dans ces deux continents, là aussi, il y a eu des fortes baisses de commandes qu'on ne voit pas encore apparaître dans le cadre des statistiques de commerce extérieur jusqu'à mai, puisque si on regarde les chiffres officiels, les exportations n'ont baissé que de 15% entre janvier et mai de cette année par rapport à la même période l'année dernière. Mais on constate en revanche des commandes qui ont été annulées pour la période à venir
Et donc, sur le plan industriel, on s'attend effectivement à une forte baisse de l'activité, de l'ordre de 5 à 6% en particulier. Maintenant, il y a quelques secteurs dans le secteur des services qui semblent moins impactés aussi. C'est le côté télécom, en particulier, peut-être que Véronique Paligon pourra en toucher un petit mot. Le secteur agroalimentaire, tabac, semble à peu près épargné aussi, parce que peut-être c'est surtout la consommation locale, et que donc moins sujette aux impacts de la crise, quand bien même le pouvoir d'achat lié aux personnes déflatées a sans doute aussi baissé, mais c'est sans doute un des secteurs encore épargnés. Voilà en quelques mots, si vous voulez, ce qu'on peut dire sur la photographie actuelle. Et bien sûr, la situation en fin d'année va dépendre de la durée de la crise. Bien entendu, oui. Et qu'est-ce qu'on sait enfin, là, je vais peut-être demander à François Mandou, parce que je crois qu'il y a une étude qui a été réalisée par un cabinet, le cabinet ATW, sur un peu l'état d'esprit des entrepreneurs, comment Alors, ils voient vis-à-vis l'évolution de leur entreprise. Alors effectivement, c'est une enquête qui a été réalisée donc, du 15 mai au 22 mai sur le Tana et Grand Tana, donc population 15 ans et plus. Alors le niveau d'optimisme de la population est donc il y a un peu moins de la population, un peu moins de la moitié par contre de la population qui reste optimiste face à la pandémie. 50% pensent que leur mode de vie va définitivement changer suite à la pandémie. Quand même, il y a vraiment un impact assez fort. L'évolution de la situation économique et d'emploi des individus, 65% des salariés d'entreprises disent avoir maintenu leur emploi, enfin leur emploi a été maintenu. En revanche, dans l'informel, seuls 12% en auto-emploi ou entrepreneurs ont maintenu leur activité de manière stable. Et c'est là, effectivement, je crois, la vraie problématique. Alors, encore une fois, ça, comme je l'ai fait, le 15 mai, donc il faut évidemment réactualiser ça. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur ce sondage. Je crois que le secteur informel emploie énormément de monde. Attends, on arrive, par exemple. Allô, François? Oui, oui, tout à fait. Mais là, je vais si on laisser a des peut-être chiffres, mes amis, peut-être plutôt mes amis malgaches répondre sur le poids de l'informel. Si Enfin, vous oui. avez une réponse. Oui, je vais répondre à François. Oui, effectivement, l'informel est très important dans l'économie nationale puisqu'il contribue pour 25% du PIB. Et en termes d'emploi, si l'emploi formel fait à peu près 300 000 personnes à Madagascar, l'emploi formel, c'est à peu près 2 millions. Ouais, donc essentiellement, c'est énorme. au niveau de l'informel qu'il y a un d'emploi. Sinon, je vais changer un petit peu de sujet. Ok, je vous remercie pour ces chiffres. En tout cas, c'est impressionnant. Évidemment, le poids du secteur informel est très, très, très important. On parle beaucoup de la résilience des entreprises malgaches, donc, qui sont habituées quand même avec des crises depuis pas mal de décennies, des crises politiques, économiques. Et je voudrais demander quand même comment les entreprises ont pu résister. Je poserai la question à Assim Amiralib, notamment dans l'industrie. Est-ce que ça a permis à la consommation locale, à la production locale plutôt, de vendre davantage? Si vous permettez, je profiterai un peu de l'occasion pour dire un mot de la solidarité qu'il y a eu entre le secteur privé malgache et les autorités malgaches, parce que nos membres ont tous fait un effort exceptionnel pour continuer à payer leurs gens, à garder leur personnel. Et même quand ils étaient en chômage, on a essayé de trouver des moyens pour pouvoir leur payer quand même le salaire, quitte à leur faire prendre les congés peut-être existants et même un crédit de congé, c'est-à-dire à valoir sur les prochains droits au congé pour l'année 2020 ou 2021, ce qui est quand même un geste formidable et qui a permis quand même au pays de tenir. L'État a fait un effort au niveau des informels et au niveau des populations les plus fragiles, mais le secteur privé malgache a quand même soutenu aussi ça. Et ça, je pense que c'est important de le dire parce que contrairement à d'autres pays,
on n'a aucune aide de l'État. La seule aide que nous avons eue, c'était un peu le report de certaines échéances de 2-3 mois au niveau de la CNAPS, au niveau de la TVA et tout. Mais sinon, en aide directe, jusqu'à aujourd'hui, ça fait presque plus de 3 mois, il n'y a eu aucune aide de l'État. Donc, c'est quand même un coup de chapeau au secteur privé malgache. Maintenant, par rapport, si on compare, effectivement, on peut dire, c'est peut-être pas le mot, mais on peut dire qu'on peut vacciner dans ce genre d'événements. Mais cette fois-ci, la grippe est différente. Et que donc, ça a pris un peu tout le monde de court et on n'a pas eu le temps de se préparer. Et puis, n'oublions pas aussi, c'est que, en fait, c'est depuis novembre, décembre, quand on regarde un petit peu les chiffres d'affaires des entrepreneurs, on sentait déjà une certaine baisse de pouvoir d'achat. Et donc, du coup, ajouter la crise à partir du mois de mars, où on espérait tous que ça allait reprendre, en fait, ça s'est beaucoup aggravé. Et c'est là où on n'a pas encore les chiffres, mais on a très peur qu'il y en a qui ne pourront pas résister. D'autant plus que on ne sait pas ce qui peut se passer à la réunion de demain, mais on a un peu comme l'impression, nous, secteur privé, qu'on n'a pas fait bien les analyses pour savoir de quoi le secteur privé a besoin. C'est vrai qu'il va y avoir peut-être des prêts à taux bonifiés et tout, c'est bien, mais il faut, je pense, prendre le courage de revoir le problème de A à Z parce qu'on est dans un pays où nos industries dépendent pratiquement de 80 à 85% d'importation. Et quand vous avez les retards à partir des pays fournisseurs, il y a des retards. Il y a certains produits, il faut changer de fournisseur, donc c'est peut-être pas les mêmes prix et ça a tendance à augmenter. Les retards au niveau des acheminements, l'arrière qui commence à faiblir un peu et l'euro augmente, donc ça pénalise. Tous ces problèmes réunis, c'est quand même délicat à résoudre avec une aide financière. Donc, c'est là où il faudra, et nous l'espérons, que demain, c'est pas la fenêtre qui va s'ouvrir, mais c'est une porte qui va s'ouvrir à ce qu'il y ait un vrai dialogue pour qu'on puisse discuter de tout ça. J'ai pas la solution magique, mais je donne juste un exemple qui permettrait, ne serait-ce que de relancer la consommation. Avec ce que j'ai dit, il y a des risques d'inflation et d'augmentation de prix. Et c'est là où peut-être qu'il y a une solution à étudier au niveau de la Banque centrale ou au niveau du ministère des Finances, voir comment bloquer un moment le cours de l'arrière par rapport à l'euro pour permettre un petit peu de garder un niveau de prix acceptable et qui peut relancer la consommation et l'activité. Et ça, c'est un autre problème. Deuxième souci aussi qu'il peut y avoir, n'oublions pas que on parlait d'informel, mais n'oublions pas que l'agriculture et l'élevage malgache, et pour certains d'entre vous qui ont sillonné un peu Madagascar, nos compatriotes tous les matins arrêtent le taxi brousse pour mettre sur le porte-bagages leurs produits et venir en ville vendre et puis rentrer. Et malheureusement, avec cette crise, tout ça a été bloqué. Donc, au niveau agricole, au niveau élevage, nos compatriotes n'ont pas fait la recette qu'ils espéraient faire par rapport à leurs produits. Et est-ce que ça aura un impact sur la production prochaine? Certainement. Et donc, il y a des gros risques qu'on traverse encore une autre crise un peu alimentaire, entre guillemets, parce qu'il n'y aura pas suffisamment de production, parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de recettes qui les auraient permis de pouvoir continuer à vivre et travailler. Et donc, tout ça mélangé, c'est un petit peu délicat. Et c'est pour ça que faire un peu un pronostic sur l'avenir dans le cas de Madagascar, c'est un peu délicat. Il faut vraiment lire dans les cartes. Hein. Okay, merci bien, hein, merci. Et, enfin, je précise que vous avez fait référence à une réunion qui aura lieu demain, donc je précise pour nos participants que donc le GEM et le CIM vont rencontrer le président de la République de Madagascar, une réunion qui a été reportée plusieurs fois et qui finalement a été arrêtée pour demain. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas suivi. Et sinon, une petite question à M. Thierry Razaoun. Est-ce que éventuellement le secteur du tourisme, vous avez dit qu'il était carrément à zéro, il n'a pas pu rebondir un petit peu sur un tourisme local, il n'y a pas de clientèle interne à Madagascar?
d'expatriés ou de gens ayant un certain pouvoir d'achat. Non, c'était complètement stoppé avec le confinement, je suppose. Allô? Vous m'entendez? Alors, oui, effectivement, tout d'abord, oui, attendez, oui, je vous entends. Je vous Voilà. entends. Oui, donc de façon historique, bien sûr, le secteur touristique a été le premier impacté, puisque nous avons fermé les frontières à partir du 19 mars, et donc elles sont toujours fermées à ce jour. Et comme vous savez, l'épicentre de l'épidémie a lieu surtout à Tana, ensuite c'est étendu à Tamatave. Les vols intérieurs également ont été fermés, et donc par conséquent, il a été très difficile de développer le tourisme local, et ce d'autant plus que la ville de Tana elle-même a été confinée, donc elle était pratiquement interdite à la population tanarivienne qui est la population la plus aisée, hein, et qui peut le plus contribuer à cette compensation au titre de tourisme local. Donc ils ne pouvaient absolument pas sortir. Et puis bon, entendons bien, c'est pas tout à fait encore non plus la période des vacances. Quand bien même les élèves étaient en téléenseignement, mais la période des vacances qui commence en juillet ou en août de cette année, c'est pas certain que le tourisme local puisse toujours se développer, puisque, comme vous le savez, nous n'avons pas atteint à Madagascar le pic de l'épidémie aujourd'hui, contrairement peut-être à ce qui se passe à La Réunion et à l'île Maurice. D'après les prévisions optimistes estiment qu'on atteindra le pic mi-juillet. Les moins optimistes disent que ce sera mi-août. Donc, tant qu'on n'aura pas atteint le pic, il est clair qu'on sera dans une situation d'urgence sanitaire et qui fera qu'il sera difficile pour la population locale et en particulier canarienne d'aller circuler et aller dans d'autres villes. Donc, quand bien même on aurait aimé souhaiter que le tourisme local puisse compenser le tourisme international, mais si on avait pu le faire, ce serait dans une très très faible mesure. Même cette légère compensation risque d'être très difficile. Très bien, merci. Merci, M. Rachaoun. Madame Véronique Perdigon, donc en fait, on a parlé tout à l'heure je crois que c'est M. Hassim Amirali qui a dit que le secteur des télécommunications avait bien résisté et Madagascar a la chance aujourd'hui d'avoir un bon réseau de télécoms et d'autant plus que je crois on est en train de lancer le réseau Métis, dernièrement qui est parti de Fort-Dauphin. Comme vous appartenez à un groupe qui est très présent dans ce secteur, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu, pour finir cet état des lieux, nous présenter un peu le secteur et l'évolution du secteur à l'heure actuelle? Alors effectivement, hein, pendant la crise, donc le secteur des télécoms d'abord a été un secteur qui a été réquisitionné et les opérateurs ont réussi à maintenir l'intégralité des services. Malgré les difficultés de déplacement, ce n'était pas du tout évident d'atteindre les sites. On avait aussi des problèmes d'approvisionnement de pièces détachées et de cartes télécom, mais on a eu à déplorer aucune coupure et on a pu tenir toute la hausse de la demande sur la consommation de la bande passante Internet. Le télétravail qui a été mis en place par les plus grosses sociétés a pu être assuré. Et on a vu de nombreuses opérations traditionnellement papier qui se sont automatiquement transformées en opérations en ligne, comme les virements bancaires. Beaucoup aussi d'informations. Les journaux ne se sont plus diffusés en format papier, mais ont fonctionné donc sur Internet. Des démarches aussi en ligne qui ont pu se faire, des commandes dans les boutiques et avec les restaurants. Donc, de ce côté-là, ça a été des démarches innovantes et qui ont apporté des changements dans la vie par rapport au confinement. Par contre, dire que le secteur n'a pas été touché, ça, c'est pas tout à fait exact parce que certes, il y a eu une hausse de la consommation Internet, mais qui n'a concerné que les personnes qui sont connectées à Internet. Et à Madagascar, ce n'est pas du tout la majorité. Et malheureusement, la baisse du pouvoir d'achat et la crise a impacté aussi directement donc, le budget des ménages et en termes de consommation voit le chiffre d'affaires de tous les opérateurs a diminué. On a également perdu toutes les opérations en roaming avec l'extérieur, avec les touristes et avec les hommes d'affaires. Et puis, on a également toute la partie abonnement des hôtels et de tous les opérateurs touristiques
qui ont été mis en suspens, bien évidemment, puisque ces établissements ont complètement fermé. Donc, on a malgré tout un impact, alors certes moindre probablement, bien sûr, que dans d'autres activités, mais un impact significatif quand même sur les résultats de tous les opérateurs. Et on a heureusement, grâce au mobile money, pu continuer à assurer la liaison avec les gens qui étaient confinés, avec les familles qui n'étaient pas, qui étaient en région alors que les autres étaient à Tana. Il y a pu y avoir des échanges d'argent qui ont permis d'aider tout le monde. Et on a pu mettre en place des tarifications spéciales pendant cette période. Est-ce que vous pensez que cette crise pourrait accélérer la digitalisation du pays, des entreprises et des administrations, de l'État? Ce n'est pas, enfin, c'est pas que je l'espère, c'est que je pense que c'est devenu une nécessité et une obligation. Je pense que cette crise va avoir cet impact direct et effectivement, les gouvernements vont devoir évoluer dans ce sens. Et on a eu l'exemple du Togo, par exemple, qui a utilisé le mobile money pour verser les aides aux populations les plus vulnérables, qui ont pu être identifiées grâce à leur puce téléphonique. Et du coup, ça a été très rapide. Les gens ont reçu l'argent en quelques jours et ça a été un véritable succès qui a été d'ailleurs salué au plan international. Donc aujourd'hui, la digitalisation de la vie des entreprises, des autorités, des institutions est un prérequis nécessaire au redémarrage dans de bonnes conditions. Et on aura une évolution de toute façon de la vie de tous les jours suite à cette crise et à cet avènement du télétravail et de la digitalisation. Merci beaucoup. On y reviendra parce que je crois qu'on a des questions sur le sujet, notamment sur le développement du secteur des TIC à Madagascar. Mais je voudrais revenir sur la réunion qui est prévue demain et demander à nos trois intervenants de Madagascar, en premier lieu à Thierry Razoun, qui est président du GEM, qu'est-ce qu'ils attendent de la réunion avec le président de la République? Bien. En fait, la réunion de demain a comme ordre du jour deux aspects. Le premier, c'est la présentation de la loi de finances rectificative 2020. Et le deuxième aspect, c'est le plan d'urgence multisectoriel. Par multisectoriel, j'entends les volets à la fois sanitaires, sociaux et économiques. Donc, cette réunion de demain verra la participation d'un certain nombre de présidents de groupements du secteur privé et semble-t-il qu'il y aura aussi des présidents de régions. La bonne nouvelle, en tout cas pour nous, c'est que, enfin, le volet économique est abordé par les autorités. Ça faisait 3 mois qu'on l'exigeait. Il y a eu des discussions qui ont été menées avec certains ministères sectoriels pour réfléchir à un plan de soutien, en particulier durant la crise. Mais ce n'est donc aujourd'hui qu'un débat à très haut niveau, une discussion à haut niveau aura lieu demain. Quelques mesures ont déjà été annoncées par le président dans son discours dominical dimanche dernier, et on retient peut-être 3 éléments phares dans ce qu'il a dit. Le premier, c'est l'élargissement du fonctionnement des entreprises qui peuvent donc fonctionner jusqu'à 17 heures aujourd'hui, donc ce qui correspond à un horaire normal, si avant cela c'était jusqu'à 15 heures. Le couvre-feu, par ailleurs, est maintenu à partir de 22 heures jusqu'à 4 heures du matin. Ça, c'est la première mesure, donc élargissement du fonctionnement des entreprises, où nous saluons avec joie. Le deuxième point, c'est l'annonce d'un crédit à taux réduit pour un montant de 40 millions de dollars pour les entreprises. Nous comprenons que c'est plutôt pour les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises. C'est quelque chose effectivement que nous avons demandé. Nous avons demandé pour plus. Nous avons demandé aussi des crédits garantis. Bon, on aura peut-être plus de détails demain. Et la troisième annonce qui a été faite, c'était ce qui a été présenté sous la forme, l'appellation d'un plan Marshall.
qui est un plan de construction de l'ordre d'à peu près 300 millions de dollars, des constructions d'écoles, d'hôpitaux, de routes, à travers tout le pays, dans l'ensemble des… Financé par quel budget? Sur quel budget, en fait? Donc, le budget de l'État, il est cofinancé par les recettes fiscales et les ressources extérieures apportées par les bailleurs. Donc, c'est les deux sources de financement, sachant que dans ce budget rectifié, les investissements publics s'élèveraient à peu près à la moitié de la totalité du budget rectifié. Donc, il y a un grand volet construction qui a été présenté par le président, donc qui bénéficiera essentiellement au secteur des BTP. Donc, voilà les 3 mesures annoncées par le président. Ce que nous ne savons pas, c'est est-ce que le plan d'urgence pour l'économie se limite à ces 3 mesures-là, ou est-ce qu'il y a d'autres mesures qui seront prévues et que nous allons donc entendre demain. Oui, nous avons plusieurs questions. Maintenant, peut-être par rapport à votre question, qu'est-ce que nous attendons? Oui, quelles sont vos priorités? Si vous préférez, on pourrait vous dire plus simplement quelles sont vos priorités. Quelle est la priorité aujourd'hui voilà. Pour le secteur privé? Donc, nous avons des questions là-dessus. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé en fait du personnel en chômage technique. Alors, je n'ai pas cité de chiffre tout à l'heure, mais je vais l'annoncer maintenant. Mis à part peut-être 2 ou 3 secteurs d'activité, entre 20% et 60% du personnel des entreprises ont été mis en chômage technique aujourd'hui. Malheureusement, comme vous le savez, à Madagascar, il n'y a pas d'indemnité chômage, et ce qui signifie que ces personnes en chômage technique ne touchent pas de revenus quand ils sont en chômage technique total, ou ne touchent qu'une partie de leurs revenus lorsqu'ils sont en chômage technique partiel. Donc, c'est par rapport à cette situation de détresse de personnel en perte d'emploi que nous avons demandé à l'État d'apporter des indemnités de chômage qui puissent compenser partiellement le manque de revenus. Et si je peux donner un ordre de priorité, c'est vraiment la première priorité que nous avons posée sur la table. Cette mesure donc n'a pas été annoncée par le président, mais nous souhaitons la remettre sur la table à la réunion de demain. S'il y a une autre priorité que je devrais citer, c'était en cette période donc, de crise, c'est le soutien financier aux entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, en matière de crédit trésorerie, qui puisse leur permettre de sortir la tête hors de l'eau pendant les 2 ou 3 mois de crise avant que ça ne redémarre, et que ces crédits de trésorerie puissent être à la fois octroyés avec des taux réduits, des taux bonifiés, et pour permettre aux banques d'en faire une large distribution qui soit également garantie par l'État. Nous avons estimé les besoins de l'ordre de 200 millions de dollars, qui correspond à peu près à 10% de l'encours de crédit à l'économie aujourd'hui, ce qui nous paraît être une bonne estimation. Donc, 40 millions par rapport à notre estimation de 200 millions, on est loin du compte, mais bien sûr, peut-être que c'est un chiffre qui pourra évoluer. Troisièmement, nous pensons effectivement que dès maintenant, il faudra penser à un plan de relance, parce que plus tôt on réfléchit à un plan de relance, plus tôt la reprise économique sera là. Et si cette année, on s'attend à une stagnation de la croissance économique, l'ambition du secteur privé, et elle n'est pas si folle que ça, c'est que dès 2021, comme l'ont fait de nombreux pays qui ont réussi à travers le monde, en Asie du Sud-Est, en Afrique, pourquoi pas réfléchir à toute croissance économique à 2 chiffres après une année aussi catastrophique que cette année 2020. Effectivement, on a beaucoup de questions sur les problèmes de financement, difficulté de trouver des financements, des taux d'intérêt très élevés et la frilosité des banques qui bien souvent, pour la plupart, appartiennent à des groupes internationaux qui donc respectent certains ratios et qui en plus ont peur
l'endettement du secteur privé, parce que selon mes informations, le secteur privé malgache est déjà endetté de l'ordre de 3 milliards de dollars. La dette extérieure du secteur privé malgache serait de 3 milliards de dollars. Donc ça peut aussi inquiéter les banquiers. En tout cas, nous avons beaucoup de questions sur ce problème de financement. Je ne sais pas si un de nos intervenants malgaches veut prendre la parole. Monsieur Hassim Amirali, par Oui, rapport à je voudrais. Est-ce que vous trouvez du financement? Oui, si vous permettez, voilà, si vous permettez, si on regarde un peu l'histoire malgache, on n'est pas là pour critiquer les banques, loin de là, mais comme vous venez de le dire, ils sont souvent appartiennent à des groupes au niveau international, et s'ils viennent dans nos pays, il faut être réaliste, il faut accepter, ils ne viennent pas pour nos beaux yeux, ils viennent gagner le maximum dans un minimum de temps. Je ne leur donne pas tort, c'est tout à fait normal. Donc, à partir de là, on constate que souvent, l'entreprise locale, je préfère dire locale au lieu de dire malgache, souvent l'entreprise locale n'arrive pas à franchir les échelons et grandir parce qu'il y a un blocage à ce niveau-là. Souvent, nos banques ont l'habitude de prêter à court terme. Quand il s'agit de commercer, il est plus facile de trouver des financements, mais quand il s'agit d'investir à moyen et long terme, ce n'est pas toujours évident. Je les comprends aussi parce que voilà l'histoire d'un pays où tous les 8-10 ans, il y a une crise politique, c'est aussi tout à fait normal. Et c'est là où je dis aussi aux bailleurs, quand vous discutez avec la BAD ou vous discutez avec la SFI et tout ça, le ticket d'entrée est souvent des millions de dollars. Alors, quand on parle de PMI malgache et quand on parle des dizaines de millions de dollars de tickets d'entrée, c'est même pas la peine de discuter. Donc, il y a tout un modèle à revoir. Et c'est pour ça que je disais que si vous me posez la question, qu'est-ce que vous entendez de la rencontre demain? Je pense que cette crise, autant elle a été brutale et inattendue, autant elle demande à être prudent dans la relance. Parce qu'il ne s'agit pas de repartir les yeux fermés. Je pense que c'est comme quand on conduit une voiture, avant de partir, il vaut mieux regarder quand même le rétroviseur pour voir ce qu'il y a derrière. Et je pense qu'il serait plus sage, plus prudent de prendre le temps d'analyser un peu et de revoir comment on peut repartir et dans quel chemin il faudra prendre. Parce que on parle tout de suite de relance en pensant que la crise est derrière nous. Quand on entend certaines informations de Chine aujourd'hui, ça fait un peu paniquer. Et c'est pour ça que je dis, ne soyons pas trop pressés, mais essayons, c'est là où le dialogue que je demande est aujourd'hui très important, parce que je pense qu'on a tous intérêt à s'écouter les uns des autres et pouvoir tirer un peu les leçons et de travailler ensemble. Parce que décider, comme j'entends souvent, on parle d'industrialisation, on parle de ceci, on parle de cela, sans impliquer le secteur privé malgache et tout particulièrement le secteur industriel, je ne critique pas, je ne dis pas que nous sommes les seuls à être au courant de ce qui se passe dans le milieu industriel, mais il est quand même important de se partager les expériences des uns et des autres pour bien tracer et pour prendre le bon chemin. Dans le cas malgache, je vous dis sincèrement, et ça fait mal au cœur, je suis malgache et je le dis, voilà 60 ans qu'on a essayé un peu de s'en sortir, et quand on fait le bilan, ça fait quand même mal au cœur. Et c'est pour ça que je dis, je cite souvent cet exemple, je m'excuse, vous savez, quand on a tous les soirs mal à la tête, quand on veut voir un médecin, il y a deux sortes de médecins. Il y en a un qui va vous dire, à peine qu'il vous regarde, il prend une feuille de papier, il va vous dire, écoutez, prenez un comprimé d'aspirine avant de se coucher tous les matins et une deuxième tous les matins. Et puis il y a une autre qui va dire, écoutez, c'est pas quand même normal, je vous donne une ordonnance pour faire certaines analyses à l'Institut Pasteur et vous revenez me voir dans une semaine et là, on va regarder quel est le traitement qu'il vous faut. Et c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui. C'est-à-dire pas des mesures spectaculaires et qui peut enthousiasmer tout le monde sur le coup, mais qui ne résoudra pas le problème. Et c'est là que, quand je parle de dialogue, j'ai un peu peur que tant qu'on ne changera pas de méthode de dialogue,
ce sera difficile. Ce sera difficile et c'est ce que je disais tout à l'heure, même au niveau de la coopération régionale. Ayons le courage de regarder les choses en face, de faire le bilan et d'accepter les erreurs que nous avons commises chacun, hein, et puis de voir comment on peut construire ensemble. Parce que relancer une économie comme ça, avec tous les dégâts qu'il y a eu, je pense que c'est pas évident. Voilà, c'est un peu le message que je voudrais lancer. Merci beaucoup. Madame Véronique Perdigon, est-ce qu'on peut imaginer un pacte entre le secteur privé et l'État aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression que bon, le dialogue n'est pas toujours au top niveau, vu de l'extérieur en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est tout à fait possible et je ne vois pas d'obstacle à cela, mais il faut effectivement qu'on fasse front, qu'on soit unis et qu'on présente des solutions réalistes, un petit peu avec des exemples de réussite et en montrant nos engagements et demander à l'État de participer à cet engagement. Et je crois que ce qu'on a essayé de faire là depuis 3 mois en participant à toutes les réunions sur le plan de mitigation et sur le plan multisectoriel d'urgence a été quand même un engagement exemplaire. Et j'espère que demain, cet engagement sera récompensé et que la problématique vraiment de soutien et que le pays ne pourra pas redémarrer dans des conditions suffisamment importantes pour le redémarrage d'après-crise sera prise en compte. Et je sais que le GEM et le CIM porteront ce message. Et je crois que des membres du gouvernement sont tout à fait ouverts à ce dialogue et j'espère qu'on aura leur soutien également. Merci bien. Si vous le voulez bien, on va essayer de parler du secteur de l'industrie et des autres secteurs porteurs où on pourrait relancer les investissements. Et effectivement, l'industrie, on a l'impression qu'on a une certaine désindustrialisation de Madagascar depuis quelques années, alors qu'on avait quand même des industries de pointe à une époque. Et on constate qu'il y a quand même très peu d'investissements directs étrangers. Je crois que ça s'élève à $1 milliard. Hein. Je crois qu'à Maurice, c'est 10 fois plus pour 1,3 million d'habitants. Donc, peut-être commencer par donner la parole à Daniel Moreau, puisqu'il a suivi... moi, c'est un industriel de La Réunion, mais bon, il doit commencer à s'impatienter un peu, il n'a pas donné la parole encore. Et puis, en plus, il suit Madagascar depuis longtemps. Et il est en contact avec les industriels malgaches. Et comment faire pour relancer l'industrie et attirer des nouveaux investisseurs à Madagascar? En partenariat, et souvent en partenariat d'ailleurs avec des industriels malgaches, parce que souvent les joint ventures peuvent être intéressantes dans l'industrie. Alors, effectivement, je pense que d'abord, il faut dire qu'il y a des choses qui se passent. C'est assez peu connu, mais il y a des partenariats et bien que, il me semble, l'industrie malgache a été en repli depuis quelques années, il y a de belles opérations. Enfin bref, il paraît tout à fait essentiel, au fond, qu'il y ait cette stratégie de coopération régionale en matière industrielle. C'est à ce titre que l'on a signé en octobre 2019 avec nos collègues à la fois l'AMM, qui est l'association des industriels de l'île Maurice, et le CIM, une nouvelle dynamique, au fond, un nouveau document où on trace les axes de la coopération de partenariat industriel dans la zone. Alors, donc, c'est effectivement un certain nombre de sujets qu'on souhaite traiter. En fait, il faut, de notre point de vue, intensifier les actions de coopération. D'abord, évidemment, globalement sur la question industrielle, mais après, avec la prise en compte des enjeux qui sont les nôtres. Et les enjeux qui sont les nôtres, vous le savez, c'est le développement de nos territoires avec l'effet structurant de l'industrie, mais en ayant un regard particulier sur les questions écologiques, la transition énergétique, les questions de sécurité alimentaire, les problématiques de desserte maritime et également numérique. Alors, une fois qu'on a dit ça, il est évident qu'on a un nouveau regard maintenant sur cette coopération, compte tenu de la crise qu'on a vécue, qu'on n'aurait pas imaginé, au fond,
même les grands pays, les pays puissants, on n'imaginait pas qu'on allait pouvoir se retrouver dans une situation comme celle-là, avec un arrêt des échanges aériens, maritimes, bref, en tout cas, une crise terrible qui fait que, au fond, on doit repenser notre coopération. D'abord, il y a la question de la résilience de nos territoires dans ces crises. Alors, c'est loin d'être fini, on l'a signalé. Mais au fond, c'est de se dire comment le raisonnement de résilience de nos territoires, au lieu de l'avoir à l'esprit territoire par territoire, île par île, puisqu'au fond, on a une histoire commune, d'une certaine façon, des éléments de notre culture communs, et bien que cette logique de résilience soit une résilience régionale, en tout cas sur certains points, et je crois que c'est là où la nécessité de jouer unis, de coopérer à nos structures intermédiaires, puisqu'on unit, je pense qu'on peut avoir une influence majeure sur nos exécutifs. Il y a la nécessité, évidemment, de définir ensemble ce que moi j'appellerais une stratégie de développement industriel régional partagée. Alors évidemment, il y a des logiques qu'il faut respecter. Les logiques sont celles, évidemment, de ne pas avoir vocation, au fond, à se concurrencer les uns les autres, puisque je pense que sur ces bases, c'est toujours beaucoup plus compliqué d'avancer. Mais par contre, il y a la nécessité de trouver des solutions à des problématiques régionales. Alors, il y a des choses qui se font autour des déchets, hein, l'idée de traiter le sujet collectivement. Il y a la question aussi de limiter les importations dans la région en s'appuyant sur des productions régionales à partir des atouts des uns et des autres. Même logique sur l'exportation avec le partage des étapes de production. Enfin bref, il y a nécessité, même si on le sait tous, il y a des difficultés, à rebâtir une stratégie, je le disais, de développement industriel régional pour aller de l'avant. Il y a aussi, on l'a pratiqué un peu avec nos amis d'Île Maurice, une logique d'internationalisation en commun, collectivement, en jouant groupé, en équipe. Voilà, donc bref, tout ça pour dire que cette crise doit être vraiment le catalyseur d'une mobilisation sur cette question de l'industrialisation et de la stratégie industrielle de la région, avec effectivement un des éléments déterminants du dispositif qui est notre grande sœur, si je puis dire, l'île malgache, l'île de Madagascar, qui évidemment représente un potentiel exceptionnel. Et moi, je pense qu'unis, les communautés industrielles pourront plus facilement faire évoluer les problématiques que l'on connaît, mais qui sont une réalité, mais sur lesquelles il faut qu'on avance. Voilà, je pense, j'ai peut-être été un peu long, mais je pense que c'était important de rappeler un peu doit être, de mon point de vue, le nouvel état d'esprit. Merci Daniel Moreau. On a des questions très précises, concrètes sur l'industrie, donc que je propose de poser à M. Hassim Amirali. Quel est le niveau des installations industrielles en termes d'automatisme, de téléassistance et de sécurité associée, et aussi de la question des formations industrielles? Comment renforcer les capacités en maintenance, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se mettre en place et justement de coopération régionale peut-être? Comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà un pays qui, l'histoire montre que pratiquement tous les 8-10 ans, il y a eu quand même des crises socio-économiques. Un investisseur, il tient compte quand même de ça et bien sûr, à partir de là, il va être très, très prudent. Et du coup, on n'a pas eu ni le temps de moderniser nos installations, ni le temps d'investir aussi, parce que on a vu aussi tout le système bancaire qui n'a pas su accompagner tout ça. Et puis, il y a un autre point aussi que je voudrais soulever, c'est que l'industrie malgache est à genoux parce qu'il y a aussi une concurrence déloyale. On n'est pas là pour critiquer les passoires qu'il y a à la douane, mais disons que tout ça n'a pas permis à un industriel de pouvoir prendre un risque d'investir et de moderniser son installation. Et puis, quand on regarde
tous les accords que nous avons signés entre la COMESA, la SADC, la COE, tous les accords de libre-échange plus ou moins qu'on a signés, on a eu des volets là-dedans qui nous permettaient de mettre à niveau nos entreprises, mais malheureusement, on n'a pas eu l'opportunité, on n'a pas eu l'occasion de les appliquer. Alors, du coup, on a un gros retard aujourd'hui à ce niveau-là. Et c'est pour ça que quand je prends le cas un peu, par exemple, de la Côte d'Ivoire, il y a 5-6 mois, qui a interdit pendant 5 ans l'importation du sucre pour permettre à l'industrie sucrière de se développer. Voilà des modèles de décision qui peuvent aider le secteur industriel malgache et qui peuvent l'accompagner. Et donc, à partir de là, je pense que au niveau main-d'œuvre, en nombre, c'est un pays qui a quand même 25 millions d'habitants. On a une jeunesse qui est là, c'est un peuple très jeune. On a des échanges aussi avec la coopération française et avec les îles voisines comme Maurice, La Réunion et les autres, où nos étudiants arrivent quand même à aller un peu dans ces pays-là. Mais il y a aussi, depuis maintenant 2 ans, on a mis le secteur privé malgache avec l'État a mis en place le Fonds malgache de formation professionnelle qui permet aujourd'hui d'accompagner et de donner les outils de modernisation et d'accompagner aussi nos personnels. C'est vrai qu'il y a du retard, mais je pense que les outils sont là. C'est juste une question de volonté de coordonner tout ça et de mettre ça en place. Et il n'y a pas de raison que ce retard nous pénalise énormément, quoi. Voilà, c'est un peu le message que… Merci. Je voudrais intervenir, Alain, parce que oui, tu sais que c'est un peu mon dada, mais j'aurais voulu que Daniel rebondisse peut-être un peu sur la partie Interreg, parce que c'est quand même quelque chose qui pourrait justement permettre de financer cette mobilisation régionale, ou au moins de financer des projets ou des études, mais au moins qui permettrait de faire finalement un ciment financier entre nos îles, parce que c'est la mission de ces fonds et la volonté de l'Europe. Et je me pose toujours la question, pourquoi on n'y arrive pas, ou pourquoi ces financements, qui sont quand même importants, vont vers un certain nombre sûrement de choses très intéressantes, mais plus vers le culturel et moins vers l'économique. Ne faut-il pas, à un moment donné, recentrer Interreg sur la partie justement économique, sur les axes dont tu as parlé tout à l'heure? Tu peux nous expliquer, François, brièvement les Interreg, qu'est-ce que c'est exactement? Les Interreg, ce sont des fonds européens qui permettent à des régions comme La Réunion et même Mayotte de pouvoir s'intégrer dans son espace régional et donc de pouvoir dialoguer, coopérer avec ses voisins, qu'ils soient frontaliers ou transfrontaliers. Donc, c'est des accords de coopération entre la région, Réunion par exemple, et Madagascar. Exactement. Très bien. Daniel Moreau, voulez-vous exprimer? Alors effectivement, non, brièvement, parce que en fait, on dépasse un peu le temps imparti là. En fait, il est clair que sans contact humain, sans échange, sans contact, sans voyage, on n'arrive pas à grand-chose. C'est la notion de jouer uni, il faut pouvoir se rencontrer, il faut pouvoir s'échanger. Alors, il y a effectivement des moyens qui sont normalement dévolus à ces aspects, mais qui sont aujourd'hui très difficiles à mobiliser. Alors, je pense que le moment est à propos. Il y a actuellement les négociations avec l'Europe pour revoir les termes des programmes européens, programmes opérationnels européens. Ça se passe en ce moment au niveau national, français et à La Réunion. Et il faut que les communautés économiques, industrielles et autres, poussent pour qu'on ait un accès à ces fonds beaucoup plus simple. C'est extrêmement compliqué. C'est vrai que l'Europe, dans la crise, a revu les modalités d'utilisation du FEDER, mais je pense que effectivement, au-delà de la volonté politique, il faut qu'on ait des outils qui soient en mesure d'être mobilisés. Et ce n'est pas du tout le cas. Je peux vous dire que pour n'importe quel accompagnement, il faut 3 ans de danse du ventre pour avoir quelques moyens. Donc déjà, se battre contre ces difficultés, c'est déjà perdre de l'énergie pour après vraiment coopérer. Donc voilà, je pense que là, le moment est venu, en tout cas ceux qui peuvent, de là où ils sont,
dérives sur lesquelles ils sont, il faut pousser pour que cet intérêt soit beaucoup plus… Alors, encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, c'est à nous de définir nos stratégies industrielles régionales. Donc, dès lors qu'on l'aura défini, ce sera plus simple d'obtenir que les financeurs nous accompagnent. Et je pense qu'il y a cette première étape, c'est qu'on coordonne complètement notre stratégie industrielle régionale de façon à ce que cet élément échange, accompagnement des échanges. Alors sur la desserte maritime, parce que on parle aussi de ça, quand on voit effectivement le coût de la desserte, on peut imaginer que les gens, dans quelques territoires qu'ils soient, mais plutôt qu'ont envie de faire venir d'Europe, puisque le fret coûte moins cher, c'est une évidence. Donc Interreg peut peut-être intervenir aussi sur le coût du fret dans la zone, parce que fondamentalement, c'est un frein très très large au fait qu'on s'appuie sur les ressources régionales pour notre demande régionale, puisque c'est le grand sujet, c'est effectivement orienter l'offre régionale vers la demande régionale autant que possible. Merci. Pour en revenir à l'industrie, on soulève toujours le problème. On a plusieurs inscrits qui nous soulèvent le problème de l'énergie, problème d'approvisionnement en énergie, problème de coût. Et donc, je voudrais poser la question à Véronique Perdicon, puisqu'elle dirige une entreprise justement qui est spécialisée dans le secteur de l'énergie au sein du groupe Action, de nous expliquer quelles sont les alternatives à l'heure actuelle que propose le secteur privé, puisqu'on a une société de production publique, la Girama, qui ne répond pas forcément à la demande des industriels à l'heure actuelle, qui se plaignent de prix élevés aussi. Alors effectivement, aujourd'hui, l'offre de la Girama reste limitée en termes de territoire, c'est-à-dire que peu de zones sont connectées à la Girama. Il faut savoir qu'à Madagascar, seulement 15% de la population a accès à l'énergie aujourd'hui, et donc ce qui est très faible. Les difficultés avec la Girama, c'est non seulement la question de la disponibilité de cette énergie, mais également sa qualité. La qualité de l'énergie produite par la Girama n'est pas bonne. Et on a des dommages sur les installations. Donc, on est obligé, quand on installe des machines, de prendre beaucoup de précautions, et cela coûte très cher. Il faut mettre beaucoup d'appareils de protection, de régulation sur les tensions et sur les variations donc, du courant qui est fourni. En ce qui concerne les tarifs, effectivement, aujourd'hui, les prix de la Girama sont considérés comme chers, pour la bonne raison qu'ils sont composés pour plus de la moitié de sources thermiques, qui revient cher. Et aujourd'hui, on a 2 grands projets de centrales hydroélectriques qui doivent être lancés. Un, donc, le projet Saofik au sud de la capitale, qui est un projet de plus de 200 MW, et puis le projet de Vouloubé du côté de Tamatave, qui est un projet de 120 MW. Et avec ces 2 projets, on pourrait, là, par contre, baisser drastiquement le prix du kilowattheure et faire face à la demande. Donc, ces projets sont prêts à être lancés, les études sont réalisées, les financements avec les bailleurs sont déjà bien avancés, il y a eu beaucoup d'engagements qui ont été pris. Et si ces projets peuvent être lancés par le gouvernement dans les semaines qui viennent, ce serait un vrai signal fort et très positif. Et on verrait enfin le bout du tunnel en termes et de disponibilité et de tarification. Aujourd'hui, on a quand même la solution. Si on souhaite s'implanter dans une zone qui n'est pas desservie par la Girama, d'étudier des solutions solaires, qui sont encore chères, mais qui le sont de moins en moins. Et il y a beaucoup de sociétés qui aujourd'hui commencent à s'équiper, à mettre des panneaux solaires sur les toits des usines et sur les hangars, et ça commence à faire son chemin. Il y a également des grands projets de fermes solaires qui sont à l'étude. Donc, ce qui est important, et je pense que la crise nous l'a démontré, c'est de passer vraiment maintenant à cette transition énergétique et à ne plus investir dans de l'énergie fossile et à penser donc renouvelable, que ce soit solaire ou hydro. Et forcément, avec ces nouvelles énergies, on aura déjà contribué de manière efficace à la diminution du bilan carbone et à la protection de la planète, qui va devenir une composante ultra nécessaire et qu'il va falloir prendre en compte dans tous les investissements et dans tous les domaines, que ce soit les États ou au niveau des entreprises. Merci beaucoup. Je voudrais demander à Thierry Radzaoun, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de certains projets
qui sont peut-être réactivées ou qui vont s'accélérer suite à cette crise? Est-ce qu'on peut parler de nouvelles opportunités? Par exemple, on nous parle dans nos questions du secteur des phytomédicaments. On a parlé du Covid Organics, mais on sait aussi que vous avez l'IMRA, Madagascar, qui est depuis très longtemps, depuis je crois plus de 50 ans, développe des médicaments à partir de plantes médicinales malgaches. Et on sait aussi qu'il y a un producteur d'artémisinine, un des 5 premiers mondiaux, tous les autres étant des Chinois. Il s'agit de l'entreprise Bionex. Est-ce que vous voyez, vous, des opportunités justement à saisir suite à cette crise qui pourraient intéresser des investisseurs malgaches? Oui, merci Alain. Avant que je ne réponde à cette question, je voudrais peut-être vous dire, si vous permettez, sur des points mentionnés par mes collègues, notamment par rapport au financement. Comme vous le savez, ici à Madagascar, il y a d'un côté les institutions de microfinance qui financent surtout les secteurs informels, et puis de l'autre côté, il y a les grandes banques commerciales qui sont au nombre de 4, dont on dit, à tort ou à raison, qu'elles financent surtout les grandes entreprises, et qu'entre les deux, il y a tout le secteur des PME qui peinent à trouver des financements, ou quand ils trouvent des financements, le trouvent à des taux effectivement élevés. Il faut effectivement savoir que dans le secteur de la microfinance, les taux peuvent atteindre 40% par rapport à un taux d'inflation de l'ordre de 7%. Et concernant les financements bancaires auprès des grandes entreprises, certaines grandes entreprises peuvent avoir des taux de financement de l'ordre de 9%, 10% maximum. Et quand il s'agit de PME qui veulent s'adresser au secteur bancaire, quand ils en trouvent, effectivement, les taux montent à peut-être 15%, 20%, ce qui est très difficile pour une industrie, par exemple, ou pour une entreprise dans l'agriculture. Donc, tout ça pour vous dire que parmi, effectivement, les suggestions que le secteur privé a proposées dans le cadre de cette crise Covid-19, c'est la mise en place d'une banque de développement, comme ça existe déjà à l'île Maurice, comme ça existe déjà en France, comme ça existe dans beaucoup de pays en développement, au niveau national, au niveau régional, ce qui existait à Madagascar au début de l'indépendance et qui n'existe pas aujourd'hui. Et je peux vous dire que même le secteur privé bancaire est tout à fait favorable à la mise en place d'une telle banque de développement. Et quand on parle, je parlais tout à l'heure de crédit à taux bonifié, c'est clair que c'est une banque de développement, c'est le rôle d'une banque de développement, ce n'est pas le rôle d'une banque commerciale que de faire ça. Donc, aujourd'hui, il y a des mesures qui sont prises, mais il faudrait peut-être l'envisager dans le cadre d'une certaine pérennisation et faire en sorte qu'une banque de développement puisse être mise en place et le permettre sur la durée et non pas uniquement dans le cadre de la crise actuelle. Le deuxième point sur lequel je voulais réagir, c'était sur l'industrie. Je crois qu'il y a beaucoup de potentiel ici à Madagascar. Et comme vous le savez, la loi sur la zone franche a été dictée en 1994. Et à l'époque, l'idée était de développer les industries textiles. Aujourd'hui, pratiquement 25 ans après, l'industrie textile, certes, elle existe, mais comme l'a dit Alain Fourneau tout à l'heure, on n'a pas atteint notre plein potentiel. Et des pays comme l'Éthiopie, le Rwanda, le Kenya et d'autres nous ont rattrapés. Et nous sommes en train, en fait, d'être éloignés par rapport à des opportunités que nous n'avons pas pu saisir. Et effectivement, parmi les éléments essentiels pour permettre cette industrialisation rapide, il nous faudrait, c'est partie des choses qui sont envisagées de toute façon par le gouvernement, la création de zones franches industrielles ou de zones industrielles tout court, qui permettraient l'installation assez rapide d'investisseurs locaux étrangers, parce que comme vous savez, ici à Madagascar, il est très difficile de trouver des terres, il est très difficile d'avoir accès à l'électricité, il est très difficile d'avoir une viabilisation avec les ONG, etc. Et en fait, il y a pratiquement peu de zones industrielles ici qui permettent l'installation rapide d'investisseurs étrangers, comme ce qui se fait en Éthiopie ou d'autres pays. Et ça, c'est un élément qui nous paraît important, majeur, pour soutenir le développement industriel de ce pays. Maintenant, par rapport à la coopération régionale, là, nous sommes avec la Réunion et il faut reconnaître que s'il y a un point fort pour la Réunion, c'est l'industrie agroalimentaire. Si nous avons réussi, Madagascar a réussi à nouer avec Maurice des liens assez forts pour le développement de l'industrie textile, il y a beaucoup d'entreprises mauriciennes qui ont investi à Madagascar pour l'exportation de
confection, pourquoi ne pas imaginer que des entreprises réunionnaises, et je sais que c'est déjà le cas de Royal Bourbon, qui est installé à Tamatave, mais pourquoi ne pas multiplier des exemples d'entreprises réunionnaises de l'agroalimentaire pour investir à Madagascar, non pas tant pour le marché local, mais pour le marché international, y compris pour la ZLECA, la zone de libre-échange africaine qui va ouvrir, comme vous savez, l'année prochaine. Et je pense qu'en unissant le savoir-faire réunionnais et la disponibilité des terres, la qualité des terres et le coût élevé de la main-d'œuvre malgache, ce partenariat peut être bénéfique pour les deux parties. Maintenant, si je reviens à votre question à la FONO sur les autres opportunités, il est vrai que le domaine des phytomédicaments représente un grand potentiel. Et ce n'est pas nouveau, hein, ce n'est pas nouveau, c'est depuis des décennies, mais malheureusement, qui n'a pas pu être exploité en réalité. L'IMRA, vous avez parlé de l'IMRA. L'IMRA est un centre de recherche appliqué et qui est un des centres régionaux de l'Union africaine en matière de plantes médicinales. Madagascar, effectivement, est un pays béni des dieux, hein, par la multiplicité, la diversité de ces plantes médicinales. Vous avez parlé de l'artémisia, qui est produit maintenant à Madagascar, qui est de meilleure qualité que l'artémisia produit en Chine, qui est le premier producteur mondial. Mais on peut parler aussi du rafsar. Tout le monde entend parler du rafsar qu'on met partout dans les produits cosmétiques et les médicaments. Les huiles essentielles. Donc, il y a plein, je dirais, d'opportunités qui existent. Le Centella asiatica, ça on l'oublie aussi, mais c'est la Centella asiatica qui sert pour les produits de cicatrisation et pour la lutte contre le cancer, et qui sont à Madagascar les mieux réputés par rapport à d'autres cultures à l'étranger. Et donc, il y a effectivement un potentiel énorme en matière de production de phytomédicaments qui pourraient être utilisés localement. Et j'insiste sur l'utilisation locale parce que l'avantage de ces phytomédicaments, c'est qu'ils ne sont pas chers. Le professeur Atimamang, en 1974, avait dit que s'il avait créé l'IMRA 20 ans plus tôt, c'était pour permettre à la grande majorité des malgaches pauvres d'avoir accès à des médicaments pas chers et efficaces. Et aujourd'hui, l'opportunité pour Madagascar et via ses autorités, c'est de faire sans doute de la phytothérapie une politique nationale de santé et qui permettrait à la fois un accès généralisé à des médicaments à base de plantes médicinales pour pas cher, au lieu d'importer des médicaments allopathiques chers à l'étranger. Mais aussi développer l'exportation, parce que de plus en plus, la demande mondiale est très importante, elle augmente de 20% en matière de phytothérapie, et Madagascar a un réel potentiel en la matière qui peut être exploité. Donc c'est pour ça sans doute que les autorités malgaches aujourd'hui envisagent le développement de la pharmacie à base de plantes médicinales, notamment pour l'exportation. Justement, excusez-moi d'interrompre, certains de nos intervenants nous parlent de 8 zones d'émergence agricole qui ont été identifiées pour développer justement ce marché là, des phytomédicaments. Est-ce que vous avez suivi ce dossier, ou bien M. Amirali peut-être? Des zones d'émergence agricole, il nous parle de 8 zones qui ont été identifiées pour le secteur des plantes médicinales, des huiles essentielles, etc. Disons qu'on en parle beaucoup, mais personnellement, je n'ai pas trop suivi ce dossier. Mais par contre, j'en profite pour dire que en général, au niveau agricole, comme disait le président du GEM tout à l'heure, il y a la possibilité énorme au niveau Madagascar de travailler, ne serait-ce que déjà pour la région. Quand on voit, par exemple, que Mayotte est ravitaillé par avion de Rungis en tomates, quand on voit la Réunion, ce qu'elle importe au niveau agroalimentaire, ne serait-ce qu'un chiffre au hasard comme ça, 2000 tonnes de citron. La Maurice, certainement, il y a des choses. C'est pour ça que je dis que cette initiative de rencontre, de dialogue est aujourd'hui très intéressante et ça peut nous amener à avancer.
Et je lance l'invitation, c'est qu'au mois de novembre, si tout se passe bien et que les choses s'arrangent, au mois de novembre, le syndicat des industries de Madagascar organise le salon de l'industrie malgache à l'occasion de la journée africaine de l'industrialisation. Et ce sera l'occasion peut-être de voir comment on pourrait organiser un colloque, une rencontre ici, avec les îles de l'océan Indien et vraiment concrétiser et aller de l'avant. Et je pense que le protocole avec l'AFD qui est en train de se mettre en place, c'est des occasions qu'il ne faudra pas rater et qu'il faudra commencer à appliquer, quoi, hein, voilà. Merci bien. On nous parle aussi de parcs industriels, de projets de parcs industriels, notamment avec des financements chinois. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Est-ce que ça avance? Monsieur Amirali, non? Pour le moment, non. Et même en parlant des zones franches, enfin, pas zones franches, mais les zones industrielles qui sont en train de se créer, il faudra être prudent et faire un peu attention et attendre et puis voir parce que entre les liaisons, entre les problèmes d'électricité, enfin, il y a beaucoup d'autres points qu'il faudra revoir. Même au niveau de la main-d'œuvre sur place, comment la mobilité et tout ça, c'est encore des choses qu'il faudra faire quand même regarder prudemment. Hein. Maintenant, je voudrais revenir au secteur des TIC qui aujourd'hui est important à Madagascar. Bon, tout à l'heure, on a évoqué rapidement la digitalisation de l'économie qui devient indispensable, mais on a aussi un secteur économique qui existe notamment dans tout ce qui est l'externalisation de services, call center, avec une population jeune et francophone et même des fois anglophone qui travaillent donc pour des entreprises en externalisation. Comment voyez-vous ça, Madame Perdigon? Ce secteur est-ce qu'on sait combien il emploie de personnes déjà à l'heure actuelle, ce secteur de l'informatique, des TIC en général? Oh, c'est de l'ordre de 40 000 au total, hein, avec les personnes qui travaillent et puis le soutien aux familles de ces personnes. Moi, je voudrais, dans le cadre de la digitalisation, donc insister sur le fait qu'avec cette crise, la digitalisation, c'est plus une mode, mais c'est devenu une nécessité vitale pour les entreprises. Et avec l'éloignement physique, on a automatiquement la digitalisation qui s'est mise à la place donc, de ce social distancing. Et il est important de redire qu'à Madagascar, on a un niveau donc, de connexion et de qualité de réseau qui est vraiment très important. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le câble Métis a été… le bateau est arrivé avec le câble à Fort-Dauphin le week-end dernier et le câble donc, sera branché d'ici quelques semaines. Et puis en 2023, on aura encore un autre câble qui s'appelle le câble Tout Africa, qui va connecter 23 pays et qui va faire le tour de l'Afrique. Et donc, on aura à ce moment-là une offre Internet complète, redondante, qui permettra d'assurer un niveau de débit très important, surtout sans coupure. Et à partir de là, on va donc pouvoir effectivement héberger à Madagascar des entreprises qui vont travailler dans l'informatique, dans tout ce qui est service, dans tout ce qui est digitalisation. Alors évidemment, il y a plein d'exemples. Alors on peut parler de l'exemple de la télémédecine qui a explosé justement pendant la crise du Covid dans les pays du Nord et qui devrait pouvoir vraiment évoluer ici. Et pourquoi pas avec la Réunion, parce que la Réunion, bon, c'est le département qui est le mieux médicalisé de la zone et qui héberge de nombreuses compétences et de nombreux matériels. Et on devrait pouvoir arriver à trouver des moyens de faire des partenariats avec Madagascar pour développer donc les consultations en visioconférence et puis dans ce cadre-là, également pouvoir faire des consultations entre Tana et les régions en cas de problème d'accessibilité. Tout ce qui est la digitalisation et la simplification des formalités administratives, donc la digitalisation de tous les services des gouvernements et des autorités, ça c'est extrêmement important. C'est un secteur qui est en plein essor partout dans le monde. Grâce à la digitalisation, on peut aussi aider à la formalisation du secteur informel, parce qu'à partir du moment où ils commencent à utiliser des applications, où ils commencent à utiliser le mobile banking, eh ben, ils rentrent dans la normalisation et dans la traçabilité de leurs échanges. Cette digitalisation, elle peut se retrouver dans l'éducation, dans l'information, dans les services financiers avec le mobile banking, les crédits, l'épargne, les achats, les assurances.
tout ce qui est digitalisation du commerce de proximité, et puis les événements virtuels aussi qui vont se généraliser, puisque on le voit aujourd'hui. Il y a probablement une évolution aussi dans les mentalités. On voyagera moins et on sera beaucoup plus connecté en visioconférence. Le télétravail, évidemment, c'est important. Et on pourra encore plus accentuer la mise à disposition de ressources jeunes, formées, grâce à ces connexions Internet internationales. Donc, je pense que c'est un secteur qui a un énorme avenir et qui pourra être soutenu par la coopération régionale, tout en sachant qu'il y a un point très important auquel il faut penser, qu'il ne faut pas oublier, et où là, par contre, on manque de formation et on manque de compétences, c'est le domaine de la cybersécurité. Donc, je sais qu'à La Réunion, il y a des spécialistes et je pense qu'il y aurait des partenariats importants à mettre en place sur ce domaine de la cybersécurité qui n'est pas encore assez développé à Madagascar et qui demande vraiment, vraiment à être soutenu. Et il y a une demande extrêmement importante. Merci. Justement, ça permet de faire la transition puisque vous parlez de coopération régionale. Donc, on a des questions très précises qui ont été posées par nos participants, notamment sur les recommandations, les conseils à donner à un entrepreneur malgache qui voudrait travailler avec La Réunion, aller sur La Réunion, et dans l'autre sens aussi des recommandations à un entrepreneur réunionnais qui voudrait venir à Madagascar, parce que vous savez que les Réunionnais ont toujours un petit peu peur de Madagascar, de la sécurité économique, entre autres, et de la sécurité tout court d'ailleurs. Et donc, comment vous voyez ça? Je peux proposer à Thierry Rajaoun de nous donner son avis. Est-ce qu'on peut aujourd'hui arriver à développer davantage les relations entre les entreprises? Est-ce que la crise va nous apporter cette accélération des relations pour que le patronat de la zone se serre davantage les coudes? Alors, écoutez, à notre réunion d'aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux participants, à savoir François Mandroux et puis M. Moreau, qui sont deux acteurs économiques réunionnais qui sont présents à Madagascar, l'un dans les services et l'autre dans l'industrie. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas de Facto qui est installé à Madagascar depuis plusieurs années. Et il y a lieu de signaler, voilà, il y a de signaler que Facto est à Madagascar la première agence en taille dans le domaine de la communication. Royal Beaumont est présent également à Madagascar depuis quelques temps dans le domaine de la transformation de fruits, je crois, pour l'exportation. Donc, j'ai presque envie de leur poser la question en disant comment vous avez vécu votre installation ici? Quelles recommandations vous feriez à vos amis réunionnais qui veulent venir à Madagascar? Mais si je peux préempter, si vous voulez, les réponses qu'apporteraient M. Mandroux et M. Moreau, c'est que effectivement, ce que l'on constate, c'est que les Réunionnais ont cette peur qui vient d'où, je ne sais pas, du contexte malgache, qui n'est pas évident, qui n'est pas évident du tout, il faut le reconnaître. Il faut se battre, mais c'est en se battant qu'on arrive à faire des réussites. Et là, vous avez autour de la table Assim Amir Ali, qui a fait le tour de l'océan Indien, y compris aux Comores, avant de se déployer à Madagascar avec succès. Vous avez le cas de Axian, qui est un grand opérateur économique à Madagascar et qui a même su déployer ses ailes dans l'océan Indien et en Afrique. Et en toute modestie, en ce qui me concerne, je suis un cabinet de conseil qui a été fondé il y a 25 ans à Madagascar, mais qui est maintenant présent dans presque 25 pays d'Afrique. Donc, le succès est possible, mais il faut oser. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai envie de poser la question à François Mandroux, à M. Moreau. Quelles recommandations vous feriez à vos collègues réunionnais qui souhaiteraient investir à Madagascar? On pourrait leur demander. Mais on nous dit, certains participants nous disent, est-ce qu'on peut faire des affaires à Madagascar sans tomber dans la corruption? Est-ce qu'on peut réussir une entreprise sans tomber dans la corruption? Enfin, c'est une question très, très concrète. Quel est votre avis? Alors, moi, je peux témoigner. Moi, je peux dire oui. Assim, ensuite François. Assim.
Si vous permettez, oui, il y a pas de souci. C'est vrai que des fois, il y a quelques problèmes, mais bon, c'est des exceptions qui confirment un peu la règle. Mais si j'ai un message à lancer par rapport à cette question, le secteur privé malgache peut vous servir de GPS, on peut vous guider, on peut, hein, n'hésitez pas, partagez nos coordonnées. Je pense que le président du GEM est d'accord avec moi. Si le chemin est un peu délicat, on peut faire du covoiturage, on est prêt à travailler ensemble. Et si, ma foi, le chemin est trop long et que ça met du temps, ben, on peut faire du copilotage. Donc, n'hésitez pas, les portes sont ouvertes. Quelle que soit la formule que vous souhaitez, le secteur malgache peut être à votre disposition. C'est un peu le message que je voudrais lancer à la famille de la région, qui écoutez, vous avez des antennes, vous avez des gens sur place qui peuvent éventuellement guider, éventuellement conseiller, éventuellement d'accompagner, éventuellement de construire ensemble. C'est un peu le message. Est-ce que les entrepreneurs peuvent passer par votre organisation pour trouver des partenaires fiables ou par le GEM? Avec plaisir, avec plaisir. Et je pense que ce serait vraiment la première coopération à mettre en place, ce serait ça. C'est ce contact facile, rapide et franc. Non, parce que les entreprises ont parfois peur de faire des erreurs de casting, si on peut dire, de se tromper de partenaire. C'est oui, pas seulement pour tous les pays d'Afrique et d'ailleurs. À la bonne personne et à un bon milieu. Et je pense que, bon, il y a le GEM, il y a le CIM, il y a le secteur privé malgache, mais n'oublions pas, il y a aussi depuis 20 ans, ça existe, le Carrefour des entrepreneurs de l'océan Indien, qui peut aussi vous partager des informations et qui a eu l'occasion aussi d'accompagner et de travailler ensemble, quoi. Oui, j'allais rebondir effectivement là-dessus parce que le Club Export est aussi en partenariat avec la CCIFM, la Chambre de commerce France Malgache, avec André Beaumont, donc son président. On a Audrey, qui est notre chargé de mission et qui est donc basé à la Chambre de commerce. Je crois que ce qui est intéressant, et c'est ce que je vois moi tous les jours à Madagascar, ce qui est important, c'est de croiser les sources d'information. Et effectivement, on a aujourd'hui un certain nombre de sources d'information fiables. Et je crois que ce qui est intéressant pour se faire vraiment une idée et une vraie réalité sur Madagascar, c'est de les consulter et de voir par rapport à ça les avis. Et on a en général une vision assez claire des choses. Si on prend le temps de le faire, si on prend le temps de discuter, de dialoguer, d'écouter, on en parlait toujours, ces fameux contacts, eh bien ça c'est important parce que c'est à partir de là qu'on arrive à se faire une idée et qu'on arrive à fiabiliser l'implantation de l'entreprise et l'implantation du business. Merci. On va essayer d'accélérer un peu parce qu'on est déjà arrivé à 4h25. On est censé s'arrêter à 4h30, là, je crois. Donc, peut-être, dernier mot, rapidement, quel conseil tu pourrais donner à un malgache qui voudrait travailler avec La Réunion? Alors, je reprendrai les termes de Hassim, c'est qu'effectivement, il y a la nécessité d'avoir une coopération entre les organisations industrielles et professionnelles plus forte encore, développée, qui servent d'appui à nos ressortissants économiques de chacun des territoires. C'est tout à fait essentiel. J'aurais tendance à dire, plus particulièrement encore à Madagascar, où l'environnement est différent de ce qu'on a l'habitude de rencontrer à La Réunion. Mais pour autant, j'imagine que dans l'autre sens, le problème se pose également. Et là, il y a besoin d'avoir un appui. Et encore une fois, l'ADIR ou d'autres structures professionnelles, mais sur la partie industrielle, l'ADIR est à la disposition de ces industriels potentiels pour servir de relais dans des logiques. Nous souhaitons plutôt de partenariat avec des locaux, comme je pense il faut imaginer la même approche au niveau de Madagascar. Parce que du coup, effectivement, on a assez rapidement une vision des problématiques et des erreurs à ne pas commettre, parce qu'on en commet forcément. Et pour dire un mot aux Réunionnais qui voudraient aller à Madagascar, c'est qu'il faut avoir à l'esprit que c'est différent, et du coup, il faut avoir une stratégie d'adaptation à un environnement d'entreprises différents, même si collectivement, je pense qu'on peut faire évoluer l'environnement de l'entreprise positivement, mais il faut du temps et jouer collectif et jouer uni. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec la CIM et l'AMM.
Ok, merci beaucoup. Avant de terminer et de laisser la parole à François qui nous fera une petite conclusion très concise en fait, parce que nous sommes très limités en temps, je voudrais vous demander j'aurais demandé à nos 4 intervenants, est-ce qu'ils pensent sincèrement qu'ils sont convaincus que cette crise va accélérer, va doper, booster la coopération entre les entrepreneurs des différentes îles, quoi. Là, on a parlé beaucoup de Réunion et Madagascar, parce qu'évidemment, c'est Club Sport Réunion, mais ça concerne aussi Maurice, ça concerne aussi les Comores, Mayotte et Seychelles. Enfin, est-ce que ça va vraiment accélérer le mouvement et est-ce que la coopération, parce la coopération, on en parle depuis des années, mais on n'a pas l'impression que c'était encore une nécessité dans l'esprit des gens. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va devenir non seulement une nécessité, mais vraiment indispensable, d'après vous? Donc, Madame Véronique Perdigon, si vous voulez. Merci. Oui, rapidement, vous avez droit à 2 minutes chacun maximum. Ouais. Bon, simplement pour dire que le fait qu'on a eu cette crise internationale qui nous a coupé du monde et qui nous a montré notre dépendance à certains continents comme l'Asie ou encore l'Europe, à mon avis, c'est ça qui doit nous aider et nous démontrer qu'il faut qu'on travaille régionalement, parce que plus on sera à proximité, plus en cas de problématiques comme celle que nous venons de vivre, nous serons autonomes et nous pourrons assurer les services et la continuité de nos activités de manière beaucoup plus efficace, avec moins de dépendance internationale. D'ailleurs, votre groupe est déjà, je rappelle que votre groupe est déjà présent à La Réunion en association avec le groupe Free, dans la téléphonie mobile, n'est-ce pas? C'est ça, exactement. Et monsieur Thierry Razaoun, en 1 minute, je suis obligé de vous laisser 1 minute à chacun parce qu'on m'a dit qu'il fallait absolument arrêter à 16h30. Ouais, nous sommes déjà 16h29. On avait beaucoup de questions qui ont été posées pendant la conférence. On n'aura malheureusement pas le temps d'y répondre aujourd'hui, mais je crois qu'on va y répondre directement par mail, notamment des questions précises qui vous ont été posées sur le report de l'impôt, du paiement d'impôt qui n'a pas été proposé par le gouvernement. Donc, pas de report supplémentaire de l'impôt sur les sociétés au 30 juin. Et puis aussi rouverture des frontières, probablement pas avant 1 mois. Taux d'inflation prévu cette année, 7,2%. Ça, c'est des questions auxquelles vous avez répondu directement par chat. Voilà, donc 1 minute, c'est pour répondre à la question initiale sur l'accélération, le renforcement des liens suite à la crise. Est-ce que vous y croyez, est-ce que vous en êtes convaincu, M. Thierry Razaoun? Alors, écoutez, on souhaiterait, en tant que représentant des opérateurs malgaches, ça fait longtemps qu'on souhaiterait davantage de coopération économique entre La Réunion et Madagascar. Autrement dit, on souhaiterait que La Réunion, ne voit pas de mal à cela, soit mieux intégrée dans la région où elle se trouve, dans la région géographique où elle se trouve. Et Madagascar est son plus grand voisin. Je pense que les liens entre La Réunion et Madagascar sont historiques, mais je pense que le potentiel de coopération économique est loin d'être atteint. Donc, je ne sais pas si cette crise va être le moment de changer de paradigme en la matière, mais en tout cas, les opportunités existent et que si cette crise peut pousser dans ce sens-là, nous ne pouvons que l'applaudir, parce qu'il n'y a pas de raison pour que nous arrivions à travailler avec Maurice en termes d'investissement, notamment mauricien sur Madagascar, et pourquoi pas vis-à-vis de la Réunion. Je tiens juste à signaler qu'en matière de PME, PMI étrangères, ce sont les PME françaises, mais d'origine métropolitaine, qui sont les plus présents à Madagascar, et nous serons heureux que des Réunionnais viennent également aussi compléter cette population. Donc évidemment, les entreprises étrangères, réunionnaises ou autres, implantées à Madagascar peuvent adhérer facilement au GEM. Absolument. Soit directement, soit via un groupement. Aujourd'hui, il y a la Chambre de commerce France-Madagascar qui regroupe des centaines d'entreprises. Donc, soit les entreprises réunionnaises adhèrent à la CFM qui est membre du GEM, ou elles peuvent également adhérer directement soit par le biais de la Chambre de commerce France-Madagascar. Monsieur Assim Amirali, 1 minute. Oui, rapidement. C'est le bon sens. C'est le bon sens. Et puis, j'ajouterais, comme disait mon frère Moreau, on a quelque part d'histoire commune. Et puis, dernier point, on a quelque part la même mère, MER. Donc, on est en famille et il n'y a pas de raison on ne peut pas travailler ensemble. Mieux vaut tard que jamais et je pense qu'on pourra avancer.
Merci Donc, bien. vous êtes frère, donc je vais interroger votre frère, M. DMO, convaincu que ça va faire avancer. Oui, très, très rapidement, de peur de répéter ce que j'ai déjà dit, c'est que je pense que, j'ose espérer, mais j'en suis persuadé, que nos gouvernants, tous ceux qui peuvent avoir une influence sur nos territoires et nos populations également, sont maintenant persuadés qu'il faut tirer les enseignements à cette crise, organiser la résilience et une plus grande autonomie industrielle alimentaire de nos régions. Et ça impose que les communautés industrielles et économiques de nos îles travaillent la main dans la main pour influer les politiques publiques, les politiques d'investissement, les moyens d'investir. Et donc, je pense que c'est l'occasion, c'est à nous de jouer, c'est une certaine responsabilité pour les questions économiques, de montrer le chemin et de créer les conditions d'être soutenus par nos gouvernants vers cette stratégie qui paraît évidente compte tenu de la réalité de ce type de crise qui, malheureusement, je le crains, pourra se renouveler ou apparaître à nouveau. Donc, gros enjeu, appuyons-nous sur cette situation dramatique pour construire un ensemble régional, une logique régionale différente, plus autonome. Merci. François Mandrou, alors une conclusion ultra rapide. Oui, oui, ultra rapide parce Comme que les poèmes Daniel a japonais, très bien. comme les poèmes Daniel japonais, très courts. Oui, non, mais Daniel a très bien conclu. Je pense que je rebondirai aussi sur l'invitation de M. Amirali sur le mois de novembre, le salon du CIM. Je pense que peut-être là, il faut qu'on se mobilise, nous, au niveau du Club Export, pour fédérer. On a parlé de faire un colloque ou une idée comme ça. Je pense que là, il faut peut-être avec la DIR, etc., se mettre ensemble et amener. C'est très concret, c'est un rendez-vous quand même à court terme. En plus, c'est quand même pas loin de la préparation pour l'année suivante. Donc, je pense qu'il faut saisir cette occasion pour essayer de transformer l'essai, enfin cet essai qu'on a fait aujourd'hui. Je voulais, moi, remercier beaucoup, d'une manière très chaleureuse, eh bien, nos partenaires pour ce webinaire. Donc, la DIR, le GEM, le CIM, la CCI France-Madagascar, les CCE, et puis bien sûr, cher Alain, d'EcoAustral, et toi pour l'animation et la préparation de ce webinaire. Merci aussi à l'équipe du CER, du Club Export. Comme on dit, ils sont à la technique, on ne les voit pas, mais ils ont fait un travail remarquable pour la promotion et la réalisation de ce webinaire, parce qu'il fallait le préparer, mais il fallait aussi le promotionner sur la toile. Et c'est aussi, c'est grâce à tout ce travail, si on a pu avoir cette portée de 350, même j'espère plus, participants. Je voulais juste terminer par deux rendez-vous, parce que vous savez que ces webinaires continuent dans la région. Il y en a donc le prochain est un webinaire qui aura lieu avec nos partenaires de Maurice, donc le jeudi 25 juin à 14h, heure de la Réunion, je précise bien heure de la Réunion, et sur la thématique Seychelles, le mercredi 1er juillet à 14h, heure de la Réunion également. Donc, vous allez recevoir sûrement des invitations. On va continuer à faire tourner des invitations sur la toile. Et bien évidemment, nos amis malgaches sont largement invités à ce webinaire, puisqu'on va essayer, tenter de consolider aussi toute cette information pour avoir cette approche de prise en compte régionale, de stratégie régionale, de développement industriel régional et autres économiques régionales qu'on appelle tous de nos voeux. Voilà, on a 5 minutes de retard, mais je pense qu'on est dans les temps et je vais laisser à Alain le soin de conclure. Eh ben merci, je remercie nos 4 intervenants qui nous ont donné de leur temps. Je te remercie François d'être venu participer et tous nos participants. Nos 350 personnes, je crois, qui sont inscrites. Donc, c'est quand même, ça montre l'intérêt pour le sujet. Alors, je crois que je crois qu'on va aussi l'avoir sur YouTube, donc on pourra le revoir ou si vous pouvez le. Donc, c'est enregistré. Je crois que c'est enregistré sur YouTube. Voilà. Pour ceux qui l'auraient raté. Donc, on espère bien vous avoir sur les 2 prochains. Donc, Maurice, jeudi 25 juin et Seychelles, mercredi 1er juillet. Voilà. Au revoir à tous. Et bonne fin de journée. Merci, au revoir. Très bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Veloum. Merci. Veloum.
Au revoir.